Tu ne fais rien. Garde mes enfants pendant que je voyage. Elle l'a dit en entr'ouvrant la porte de ma chambre, sans même entrer tout à fait, comme on lance un sac sur une chaise. Sa voix n'était ni dure ni douce. Elle avait la neutralité d'un ordre déjà exécuté. Tu ne fais rien. La phrase a claqué sur le parquet ciré, a rebondi sur l'armoire, est venue se poser sur mes mains immobiles. Il était 8 heures du matin, la bouilloire n'avait pas encore chanté, et je me suis retrouvée, à 78 ans, réduite à ce verdict. Rien. Elle a ajouté, en consultant son téléphone. Je pars 10 jours, Marrakech, puis Lisbonne. J'ai besoin d'air. Ils sont grands, ça va aller. Tu dors ici. On a mis des draps propres. Ah, et pas de sucre pour Léo, il devient infernal. Je l'ai regardé sans répondre. L'encadrement de la porte la découpait nette. Silhouette d'une femme pressée de vivre sa vie au-delà des murs, au-delà des autres. Derrière elle, j'entendais mes petits-fils se chamailler pour un bol, la radio crachoter une publicité, la machine à laver ronronner d'avance. La maison s'était mise à tourner autour de son absence future. Et moi, j'étais devenu le clou qui devait tout retenir au mur. « Tu ne fais rien », a-t-elle répété, comme si la première balle n'avait pas suffi. « Alors rends-toi utile, c'est le minimum. » Je n'ai pas crié. À mon âge, on sait que le cri vous est renvoyé comme une faute. J'ai seulement saisi mon carnet le gris, à ligne serrée, et j'ai écrit la date, l'heure, la phrase exacte. « Tu ne fais rien, garde mes enfants pendant que je voyage. » Puis j'ai noté ce que mon mari disait autrefois lorsque quelqu'un s'installait dans notre vie sans frapper. « Ferme la serrure par l'intérieur. Après parle. »« Tu es d'accord ?» a-t-elle demandé, déjà tournée vers le couloir. « Je t'ai entendu ?» ai-je répondu. Elle a souri un sourire sec, utilitaire. « Formidable. Je t'envoie le planning. Pas d'écran après 10 à 9 heures, devoir sur la table, piano mercredi, sport samedi, allergie aux noisettes, couche tard si week-end. » Oui, et... Elle a hésité, comme si une politesse lui revenait à l'esprit merci. Le merci est tombé à plat, trop tard pour servir. Je l'ai cueilli du bout des doigts, comme on ramasse un mouchoir usé. Elle a disparu, laissant dans l'air une trace de parfum qui n'était pas à sa place, un sillage déjà tourné vers l'aéroport. Je me suis levée. Dans le miroir de l'armoire, une femme que je connais trop bien m'a regardée. Le menton un peu haut, les yeux clairs, la bouche fermée. « Tu ne fais rien. » C'était drôle, au fond. Je venais de remonter des draps, de recoudre un bouton à la veste de Léo, d'éplucher 3 poires pour la tarte du goûter, de sortir la poubelle parce que le camion passe tôt le mardi. Rien n'avait une odeur de lessive. Des mains abîmées, des genoux qui peinent à se relever, mais qui se relèvent quand même. Dans la cuisine, les garçons ont déboulé, cheveux hérissés, pyjamas encore tièdes. « Mamie, c'est toi qui viens nous chercher ce soir ?»« Oui. »« Et tu restes toute la semaine ?»« Oui. »« Trop bien, » a dit le petit. « Avec toi, c'est meilleur. » Le meilleur des enfants n'annule pas le rien des adultes. Il le déplace seulement pour qu'on puisse respirer entre les deux. Mon fils est entré à son tour, cravate de travers, regard fatigué. « Je n'ai pas été consulté, » a-t-il soufflé, presque honteux. « Mais c'est plus simple comme ça. Tu sais comment elle est ?»« Je sais, » ai-je dit. « Tu peux tenir ?»« Je tiendrai. » Il a déposé un baiser furtif sur ma tempe, puis s'est évaporé dans la journée. La porte d'entrée a claqué avec le son d'une phrase que l'on ne dit pas. J'ai dressé la table, beurré des tartines, coupé les poires. Les gestes simples sont des rois discrets. Ils remettent du poids du côté du réel. Dans le carnet, entre la liste des repas et les horaires, j'ai ajouté un encadré. Contact. École, médecin, piano, entraîneur. Double de clé, tiroir gauche du buffet. Code alarme. Puis, en bas, au crayon, ne pas oublier, moi. À midi, j'ai reçu un message. Un PDF intitulé Planning Garde Air. La lettre de mon prénom transformée en étiquette. Les cases se succédaient avec leur petite violence propre. Lever, petit déjeuner, école, goûter, douche, dîner, coucher, répétition, trajet, remarque, interdit. Tout était pensé, prévu, verrouillé. Il ne manquait que la case merci celle-là, personne ne sait où la placer. À 14 heures, j'ai reçu un second message. Cette fois, une photo. Valise alignée, passeport dans une main, ongles vernis de frais, lunettes noires. On décolle. Profite bien de tes amours. Suivi d'un cœur.
tes amours. Elle me prêtait mes propres petits-fils, comme on vous prête un chien le temps d'un week-end à la campagne. J'ai haussé les épaules pour chasser l'aigreur. L'aigreur est une poussière, elle s'invite partout si l'on ne passe pas le chiffon. Le soir, après les devoirs et la bataille du pyjama, j'ai rangé la cuisine. J'ai posé sur le plan de travail 2 piles de papier. Celle de la maison assurance, facture, mots de l'école, et celle de ma poche, mon carnet, mon stylo. 2 lettres que je gardais pour le jour où il faudrait parler vrai. Entre les 2 piles, un espace vide. C'est là, dans cette petite clairière de formica, que la décision s'est déposée. Je ne ferai pas procès de chaque mot, je construirai le dossier de tous les mots. Je me suis assise, et j'ai écrit une page entière sans lever la main. La phrase exacte prononcée le matin. Le ton, l'heure, le contexte, les tâches attendues, leur durée, leur répétition, l'absence d'accord préalable, l'absence de compensation, l'absence de consultation. J'ai relu. C'était net. La netteté calme comme une lame propre. Mon mari disait « Le chaos se nourrit du flou, rend les choses lisibles et il s'étouffera tout seul. » À 22 heures, la maison dormait enfin. Je suis montée dans la chambre d'amis où l'on m'avait installée. Sur la table de chevet, un flacon de parfum trop sucré qui m'a donné mal à la tête. J'ai posé ma main sur le mur. Sous la peinture neuve, je sentais encore la vieille brique, fidèle. La fidélité n'a pas besoin d'éclat. Elle tient, c'est tout. Avant d'éteindre, j'ai reçu un dernier message. Ne me dérange pas si c'est pour des détails. Tu sais, tu ne fais rien de tes journées. Profite. Profite. Le mot a fait sourire la femme fatiguée que je suis. Profiter, pour moi, c'est un bol de soupe chaude quand la maison se tait. C'est une paire de chaussons à peu près sèches. C'est un enfant qu'on borde sans qu'il le sache. Profiter, c'est ne devoir à personne le droit de respirer. J'ai posé le téléphone, j'ai tiré le rideau, j'ai laissé la nuit entrer, et dans cette nuit, j'ai mis en place ce qui me ressemble. Pas un piège, pas une vengeance éclatante, mais une écriture. Écrire pour tenir, tenir pour comprendre, comprendre pour agir. Demain, je garderai les enfants, je ferai les trajets, les cartables, les tartines, les lessives. Je le ferai comme toujours, avec exactitude. Et en même temps, j'ouvrirai d'autres dossiers. Mes droits, mes limites, mes preuves. Je le sais, on ne déplace pas une vieille femme d'un claquement de doigts. Pas plus qu'on ordonne au temps d'aller plus vite. J'ai appris à attendre. Et à la fin de l'attente, j'ai toujours le même outil, humble et précis, qui m'a sauvé tant de fois. Une page blanche où la justice prend la forme d'une écriture droite. Je me suis allongée. Dans le silence, le souffle régulier des enfants au bout du couloir m'a rappelé l'essentiel. Je n'étais pas rien. J'étais la mémoire de cette maison, la main qui save, le regard qui voit. Je fermais les yeux avec une phrase nette, posée comme une clé sur une table. On m'a donné un ordre, j'en ferai un plan. Avant qu'on me parle comme à une domestique gratuite, j'ai été une femme qu'on écoutait. Il y a longtemps, dans une autre maison plus petite, mais plus vivante, j'étais la voix qui organisait, la main qui réparait, le centre tranquille où tout s'appuyait. Je me revois, 30 ans plus tôt, dans notre jardin de campagne. Mon mari, Jean, bricolait un banc en bois sous le pommier. Les enfants couraient partout, leur rire s'enroulait aux odeurs de confiture. Nous n'avions pas grand-chose, mais chaque chose avait été gagnée, polie, gardée. Jean disait toujours, « Notre richesse, c'est le temps qu'on offre aux autres. » Et moi, je croyais sincèrement que c'était vrai. Nous avons élevé nos enfants sans rien réclamer. Les études, les loyers, les coups durs, nous étions là chaque fois, sans calcul. Quand notre fils, Pierre, a épousé Élodie, ma belle-fille d'aujourd'hui, j'ai voulu y croire. Elle était jolie, vive, pleine d'ambition. Je voyais bien son tempérament, sa manière de parler comme si tout le monde lui devait un peu d'admiration, mais j'ai pensé, elle a été élevée autrement, c'est tout. Je me souviens du premier dîner, où elle m'a appelée Mamie Raymonde, alors que je n'étais pas encore grand-mère. Jean avait ri. « Elle veut te garder près d'eux, tu vois, » disait-il. Mais moi, j'avais senti la nuance. Ce mamie n'était pas un mot d'amour. C'était un mot d'ordre déjà. Les années ont passé. Jean est parti trop tôt, un matin d'hiver. Depuis, la maison s'est vidée comme un pot de confiture qu'on racle. Mon fils venait moins, toujours pris par le travail, les enfants,
la vie moderne. Je ne lui reprochais rien. C'est la vie, je me disais. Mais Élodie, elle, avait trouvé une utilité à mon silence. Au début, c'était viens passer 2 jours pour aider pendant les vacances. Puis, tu pourrais venir une semaine, j'ai des dossiers à finir. Et enfin, tu ne fais rien, garde les enfants. À chaque étape, ma place rétrécissait un peu plus. Je n'étais plus la mère qu'on consulte, mais la présence qu'on exploite. Je préparais les repas, faisais les lessives, gardais les enfants malades. Quand je partais, elle disait poliment « Merci pour ton aide ». Mais ce merci sonnait comme une monnaie sans valeur. Je n'ai jamais voulu me plaindre. J'ai été élevée dans l'idée qu'une femme digne ne réclame pas qu'elle agit, qu'elle s'efface. Mais à force de s'effacer, on devient une ombre qu'on déplace à volonté. Jean me disait toujours « Quand on te rend invisible, laisse d'abord faire. Puis note. Et un jour, montre-leur que tu as tout vu. » Alors, j'ai noté. Depuis des années, dans mes carnets, j'écrivais les phrases exactes, les gestes, les demandes. Pas pour les juger, mais pour ne pas devenir folle. Mes carnets étaient ma mémoire, mon tribunal silencieux. Aujourd'hui encore, dans celui que j'ai apporté avec moi, je relis parfois les premières pages. Août 2014, elle a dit « Tu n'as rien de mieux à faire ». Septembre 2016, elle a dit « Les enfants t'aiment, profite, tu leur sers bien ». Et je me dis « Tout était déjà là ». Je ne savais pas encore que ces notes, anodines en apparence, allaient devenir des preuves pas devant un juge, non devant moi-même. La preuve que je n'avais pas rêvé cette dépossession lente, polie, presque élégante. Les années d'avant étaient faites d'amour et de travail, de pain chaud, de linge étendu au soleil, de factures payées à temps, de repas partagés, d'habitudes précises. Elles n'étaient ni riches ni tristes, elles étaient justes. Et cette justesse, je la portais encore en moi, comme un réflexe moral. Alors, quand ma belle-fille me dit « Tu ne fais rien », j'ai senti le mensonge plus violemment que l'insulte. Parce qu'il effaçait toute une vie de gestes invisibles mais nécessaires. C'est ce jour-là, en repensant à Jean, que je me suis promis une chose. Je ne laisserai plus personne parler à ma place. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Je prouverai. Et le silence que l'on m'imposait, je le transformerai comme autrefois ma confiture trop liquide en une matière épaisse, conservée, prête à nourrir la vérité le jour où elle viendrait frapper à ma porte. Les jours suivants, la phrase « Tu ne fais rien » s'est mise à vivre toute seule. Elle revenait dans la maison comme un courant d'air. Chaque geste de ma belle-fille emportait la trace. Un haussement d'épaule, un soupir, un mot tranché au milieu d'une phrase polie. D'abord, ce furent des détails. Le matin, elle déposait les enfants en pyjama sur mon lit, téléphone à la main. « Tu peux les préparer ?» Moi, je dois me maquiller. Je m'exécutais, doucement. Mais elle, au retour, faisait une remarque sur leurs vêtements. « Ces pantalons sont froissés. Enfin, je ne t'en veux pas. À ton âge, on n'a plus le même œil. » Elle disait cela en riant, sans méchanceté apparente. Les enfants, eux, regardaient leurs chaussures. Puis il y eut les repas. Elle m'avait demandé de leur faire simple. J'avais préparé une soupe de légumes, un gâteau au yaourt, un souvenir de ma cuisine d'autrefois. Elle a goûté, pincé les lèvres. C'est bon, mais un peu vieillot, non? Aujourd'hui, les enfants mangent sans gluten. Elle avait prononcé vieillot comme on dit inutilisable. Je rangeais, je nettoyais, je faisais tourner les lessives. Elle disait « Tu adores ça, toi, occuper tes mains. » Non, je n'adorais pas. Je tenais la maison debout parce que sinon tout s'écroulait. Les petites humiliations devinrent un langage. Chaque mot me repoussait un peu plus de la place que j'avais occupée autrefois. Je n'étais plus la grand-mère ni la mère. J'étais la présence pratique. Le samedi, elle a invité des amis à dîner. Elle m'a demandé de rester avec les enfants dans ta chambre pour qu'on soit tranquille. J'ai obéi. Derrière la porte, j'entendais leurs rires, leurs verres qui s'entrechoquaient. À un moment, une voix d'homme a demandé « Elle habite ici, ta belle-mère ?» Et elle a répondu « Très vite. » « Oh non, elle passe, elle s'ennuie seule, alors je la laisse aider. » Elle la laisse aider. C'est ce soir-là que j'ai senti quelque chose basculer. Je n'étais plus invitée dans ma propre famille. Je me suis assise sur le lit, le carnet sur les genoux. J'ai noté « Samedi 22/7 ». Elle a dit « Je la laisse aider ». Note, gardez preuve du ton, du rire après la phrase. Les mots écrits,
Je les sentais peser différemment. Ils avaient cessé d'être des blessures. Ils devenaient des indices. Le dimanche, elle est venue me voir, tout en légèreté. « Tu sais, Raymond, je t'adore. Mais il faut que tu comprennes. À ton âge, il faut savoir se rendre utile. » Je lui ai répondu calmement. « Et toi, Élodie, à ton âge, il faut apprendre à dire merci. » Elle a ri, croyant à une plaisanterie. Moi, non. C'est à partir de là qu'elle a commencé à se méfier. Elle sentait que mon silence avait changé de texture. Il n'était plus docile, il était attentif. Je la voyais regarder mes carnets d'un œil inquiet, comme si elle devinait que j'y rangeais plus que des listes. J'ai commencé à photographier mes notes, à les sauvegarder ailleurs. Pas par peur, par prudence. J'ai aussi gardé les messages, les mails, les plannings. Chaque tu ne fais rien, chaque rends-toi utile, chaque profite. À ce moment-là, je ne savais pas encore quelle forme prendrait ma réponse. Mais je savais déjà qu'elle existerait. Je n'étais pas une vieille femme fatiguée. J'étais une mémoire avec des preuves. Et les preuves, tôt ou tard, se mettent à parler. C'est arrivé un mercredi de pluie, un de ces jours où les enfants rentrent du sport trempé, où la maison sent le linge humide et le désordre. J'étais en train d'étendre des vêtements dans la buanderie quand j'ai entendu sa voix dans le couloir, tendue, basse, comme si elle voulait que les murs écoutent. « Non, maman, ne t'inquiète pas, elle s'en sort bien. » Oui, la vieille garde les petits. La vieille. Le mot m'a frappé plus fort que tout le reste. J'ai eu envie de sortir, de la regarder en face. Mais j'ai attendu. Elle continua au téléphone. « Bien sûr que non, je ne la paye pas. Tu rigoles? Elle n'a que ça à faire. Et puis ça lui fait du bien, ça l'occupe. » Un silence, puis un rire léger. « Oui, je suis déjà en train de remplir le dossier CAF. Oui, c'est pour l'aide garde d'enfants à domicile. » Mon cœur s'est arrêté. Dossier CAF. Aide garde d'enfants. Je suis restée figée, le linge à la main. Elle riait encore. « Oui, j'ai mis mon nom, mon adresse, et j'ai déclaré qu'elle m'aide bénévolement. Il rembourse une partie des frais de crèche, tu comprends? Faut juste faire croire qu'on a un contrat. » Non, elle ne saura rien, tu penses bien. Je me suis appuyée contre le mur. Ainsi, elle touchait de l'argent grâce à moi. Grâce à mes heures, mes repas, mes trajets, mes nuits blanches avec les enfants malades. Elle m'avait transformée, sur le papier, en auxiliaire fictive, et elle empochait le remboursement comme si j'étais son employé invisible. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée d'éteindre la lumière, de rentrer dans ma chambre et d'ouvrir mon carnet. J'ai écrit lentement. Mercredi 17h43. Elle parle à sa mère, dit qu'elle déclare une aide CAF à son nom. Elle rit. Pas de contrat. Je suis la vieille. J'ai ajouté une phrase en lettres droites. C'est la première fois que son mensonge a une valeur comptable. Le lendemain, elle m'a laissé les enfants et un post-it sur le frigo. Ne pas oublier la déclaration pour l'école. Signature en bas. J'ai lu. Et là, j'ai compris. Le formulaire n'était pas pour l'école. C'était une attestation de garde familiale avec ma signature à fournir. Je l'ai lu 3 fois. C'était bien pour l'aide qu'elle avait mentionnée. Je n'ai pas signé. J'ai pris une photo. Puis j'ai glissé le papier dans mon sac, entre 2 pages du carnet gris. Le soir, elle a demandé « Tu as signé le papier ?» « Non. » « Pourquoi ?»« C'est juste administratif. » « Parce que je lis tout ce que je signe. » Elle m'a fixée, un peu déstabilisée. « C'est pour ton bien aussi, tu sais. Ça montre qu'on est une famille unie. Une famille unie. » Sur le papier, j'étais devenue un outil fiscal. Dans la réalité, j'étais un bouche-trou. J'ai souri, calmement. « Tu as raison. Une famille unie, c'est précieux. Mais moi, je préfère qu'elle soit honnête. » Elle a soupiré, levé les yeux au ciel, puis elle est sortie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai sorti toutes les feuilles que j'avais gardées. Les messages, les post-it, les plannings, les mails imprimés. Je les ai étalés sur la table, l'un après l'autre, comme on assemble les morceaux d'un puzzle. Et soudain, tout prit forme. Le mépris, les ordres, les demandes, les mensonges administratifs, tout racontait la même histoire. Une femme qui profitait d'une autre parce que la seconde ne criait pas. Alors, j'ai pris ma décision. Pas une vengeance, non. Une remise à l'endroit. J'ai écrit en haut d'une page blanche. Plan d'action. Puis j'ai listé. Contacter la CAF. Vérifier l'usage de mon nom dans leur déclaration.
Consulter un avocat. Prévenir discrètement mon fils plus tard, pas encore. Attendre le bon moment pour parler. Ce n'était pas de la colère, c'était du calme. Un calme neuf, structuré, presque administratif. Le lendemain matin, quand elle a quitté la maison, j'ai mis mes lunettes, pris ma canne et je suis sortie à mon tour. Sous mon manteau, mon carnet battait doucement contre ma hanche. J'allais faire ce que toutes les femmes qu'on croit inutiles savent faire mieux que personne, mettre les faits en ordre. Ce matin-là, la pluie s'était calmée, mais quelque chose d'autre pleuvait en moi, un mélange d'humiliation et de lucidité. Je marchais lentement sur le trottoir, le carnet serré contre mon flanc, la capuche tirée sur les yeux. Je n'étais pas triste. Non, j'étais réveillée. Ce qu'elle avait fait n'était pas une erreur, c'était une décision. Et moi, j'allais en prendre une aussi. Je me suis assise sur un banc, devant la poste. Les feuilles des platanes formaient une mosaïque de jaune et de brun sur le sol. Je les regardais comme on regarde le temps, ce qui tombe, ce qui passe, ce qui reste. Pendant toutes ces années, j'avais choisi le silence comme une forme de paix. Mais le silence, mal compris, devient un consentement. Alors, j'ai ouvert mon carnet gris et j'ai commencé à écrire. Non pas des plaintes, mais des constats. Des phrases nettes, dépouillées, presque juridiques. Elle a utilisé mon identité sans mon accord. Elle a perçu des fonds en mon nom. Elle a signé à ma place. Elle a menti à mon fils. En dessous, j'ai ajouté. Et moi, j'ai tout vu. C'était la première fois que je me l'écrivais à moi-même. J'ai tout vu. Cette phrase m'a redonné de la verticalité. Je me suis souvenu de Jean, encore une fois. Quand il bricolait quelque chose de cassé, il disait « On ne répare pas en cognant. On répare en comprenant pourquoi ça a cédé. » J'ai repensé à ça. Pourquoi avais-je cédé? Par peur de déplaire? Par amour de mon fils? Non, par habitude du don. Les femmes de ma génération ont été élevées à donner sans facture. Mais il arrive un âge où donner devient s'effacer. Je me suis juré d'arrêter là. En rentrant, j'ai ouvert les rideaux, préparé du thé, puis j'ai commencé ce que j'ai appelé mon dossier de vérité. Un grand cahier neuf à couverture bleue. Je l'ai divisé en 4 parties. Les faits datés, précis, avec preuve. Les mots phrases prononcées, écrites, enregistrées dans ma mémoire. Les documents photos, copies, formulaires. Les intentions, mes notes à moi, mes hypothèses, mes doutes. J'ai écrit jusqu'à la tombée du jour. Chaque ligne était une couture que je refaisais sur ma dignité. Le soir, j'ai appelé Mireille, mon amie d'enfance, celle qui a toujours gardé un bon sens plus affûté que bien des avocats. Mireille, tu crois qu'à notre âge, on peut encore exiger le respect? Raymond, à notre âge, on ne l'exige pas, on le représente. Et si quelqu'un ne comprend pas, on lui envoie un courrier recommandé. J'ai ri, doucement. Tu sais, j'ai l'impression que tout mon corps s'est mis à penser. C'est le signe que tu tiens le bon bout, ma vieille. Ces mots m'ont réchauffé. J'ai raccroché et j'ai pris ma décision. Le lendemain, j'irai à la CAF avec mes preuves. Pas pour crier, pas pour me venger, pour faire constater. Cette nuit-là, j'ai peu dormi, mais je n'étais plus épuisée. Je pensais à mes petits-fils, à la manière dont ils disent « mamie sans calcul », sans seconde intention. Je voulais leur laisser autre chose qu'un souvenir de faiblesse. Je voulais qu'un jour, s'ils lisent mes carnets, ils comprennent que leur grand-mère n'a pas été effacée, qu'elle a choisi de se relever. Sans éclat, sans haine, mais avec méthode. Avant de me coucher, j'ai écrit dans le carnet bleu. On ne se défend pas toujours avec des cris. Parfois, on se défend avec des preuves. Et le calme devient une arme. Le lendemain, j'étais prête. Pas pour la guerre, non pour la clarté. Et c'est souvent ce que les autres redoutent le plus. Une femme claire. Je me suis levée avant l'aube. Le ciel était encore bleu-gris, la rue silencieuse. J'ai préparé mon café, posé mes lunettes sur la table et relu mes notes de la veille. Tout y était. Les dates, les copies, les phrases exactes. Il ne manquait plus que le pas suivant. À 8 heures précises, j'étais devant l'agence de la CAF. Il faisait froid. Les jeunes mères sortaient, poussettes et dossiers sous le bras. Moi, je tenais mon sac beige, celui de Jean, avec à l'intérieur mon carnet bleu, mes photocopies et une lettre que j'avais rédigée à la main. Objet, utilisation frauduleuse de mon identité dans un dossier d'aide à la garde d'enfants. Quand mon tour est venu, la jeune employée m'a regardée avec douceur.
Un peu de pitié peut être. Oui, madame, je vous écoute. Quelqu'un a déposé un dossier à mon nom, sans m'en informer. Elle a tapé sur son clavier, a vérifié. Son visage s'est figé. Effectivement, il y a une aide versée depuis 3 mois à l'adresse de votre belle-fille. Vous êtes déclarée comme assistante familiale bénévole. Et cette signature? Elle a tourné l'écran vers moi. J'ai reconnu mon nom, mon écriture, imitée. Elle m'a demandé si je souhaitais porter plainte. J'ai répondu, pas encore. Je veux juste que ce soit noté et que les versements cessent. Elle a acquiescé, tapé un long rapport, imprimé 3 exemplaires. Je vous en garde une copie. Vous en voulez une autre pour vous? Oui, j'en aurais besoin. Je suis sortie dans le vent, droite, légère. J'avais une feuille, un cachet officiel, une date. C'était le début de ma justice silencieuse. L'après-midi, je suis passée chez Maître Durand, le notaire de la famille. Il m'a reçue aussitôt, intriguée. Je lui ai tout expliqué, calmement, document à l'appui. Elle a utilisé votre identité pour obtenir une aide sociale? Oui. Il a hoché la tête. Vous avez bien fait de venir. Je vais vous recommander un avocat, mais surtout, nous allons sécuriser vos droits. Il a ouvert un dossier, y a glissé mes copies, a noté dans son registre, signalement d'usage abusif d'identité lien familial par alliance, demande de vérification patrimoniale. Puis, sans que je le demande, il a imprimé une procuration nouvelle, me redonnant la pleine gestion des assurances et des comptes familiaux. On va reprendre le contrôle, madame. Et de manière irréprochable. Ce mot-là, irréprochable, m'a fait du bien. Les jours suivants, j'ai tout organisé comme une enquête. Je tenais une sorte de journal administratif, précis, daté, rangé dans une chemise grise. Chaque appel, chaque courrier recommandé, chaque réponse. J'ai appris à parler le langage des institutions. Pas celui des plaintes, mais celui des procédures. J'ai également contacté un avocat, Maître Foulon, un homme mince, rigoureux, à la voix tranquille. Je lui ai remis mon dossier sans émotion. Il a tout lu, puis m'a dit « Vous avez fait le travail d'un greffier, madame. Votre dossier est impeccable. Je ne veux pas d'un scandale, ai-je précisé. Ce n'est pas un scandale, c'est une rectification. Et c'est la meilleure vengeance, celle qui ne fait pas de bruit. » Ces mots m'ont suivi toute la journée. Le soir, en rentrant, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. Rectifier sans crier, c'est rendre au monde sa logique. Et à soi, sa place. Je ne disais rien à mon fils. Je le voyais fatigué, dépassé par sa vie. Je ne voulais pas qu'il découvre tout d'un coup la bassesse de sa femme. Il fallait qu'il voie, plus tard, les conséquences, pas mes accusations. Alors, j'ai continué à m'occuper des enfants. Je préparais le dîner, les couchais, les aidais à leurs devoirs. Mais entre 2 lessives, j'écrivais des lettres. J'envoyais des copies au notaire, à la CAF, à l'avocat. Chaque pli était un morceau de dignité repris, timbré, daté, enregistré. Un soir, au moment du coucher, le petit Léo m'a demandé « Mamie, pourquoi tu écris tout le temps ?» Parce que quand on écrit, on garde la trace des choses importantes. Comme quand moi je fais un dessin. Exactement, mon ange. Sauf que moi, mes dessins sont des vérités. Il a ri, a posé sa tête sur mon bras. Et moi, j'ai senti que mon silence commençait à avoir un sens nouveau. Il n'était plus une prison, il devenait un outil. Chaque mot que j'avais encaissé, chaque humiliation, chaque tâche imposée sans merci, tout cela trouvait une place dans ma chronologie. Une femme seule avec un stylo, cela paraît fragile. Mais une femme seule avec un stylo, des preuves et du temps, c'est un tribunal en marche. La veille du départ d'Élodie pour un nouveau séminaire à Rome, j'ai glissé dans son courrier une enveloppe blanche, cachetée. À l'intérieur, une copie du rapport de la CAF, daté, signé, tamponné. Rien d'autre. Pas un mot. Pas une menace. Juste le tampon bleu de l'État et mon nom, écrit correctement cette fois. Le soir, son regard a changé. Je l'ai senti. Elle avait compris que la vieille ne dormait plus debout. Je n'ai rien dit. J'ai rangé les assiettes, éteint la lumière, et j'ai murmuré en moi. La loi n'a pas besoin de se fâcher pour agir. La confrontation n'a pas eu lieu dans un tribunal, ni même dans un bureau officiel. Elle s'est jouée dans le salon, à la lumière du matin, entre une cafetière qui siffle et des chaises en osier. Tout avait commencé par un appel. « Madame Durand,
Ici la caisse d'allocation familiale. Nous confirmons la clôture du dossier d'aide à la garde d'enfants et l'ouverture d'une enquête interne. Très bien, ai-je répondu calmement. Merci de m'en avoir informé. Le lendemain, le téléphone a sonné encore. Cette fois, c'était mon fils. Sa voix était tachée. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Élodie est furieuse. Elle a reçu un courrier de la CAF. Moi? Rien. J'ai simplement dit la vérité. Tu aurais pu nous en parler. Vous ne m'en avez pas parlé quand vous avez utilisé mon nom. Un long silence a suivi. Puis il a murmuré. Je viens ce soir. Quand ils sont arrivés, ensemble, j'étais assise dans le fauteuil. J'avais préparé du thé. La maison était calme, presque trop. Élodie tenait une feuille froissée le courrier de la CAF, tamponné, officiel. Elle tremblait, mais son ton restait agressif. Tu as tout gâché. Tu crois que c'est facile d'élever 2 enfants, de travailler? Tu n'as aucune idée de la pression. Si, ai-je dit doucement. J'ai élevé ton mari. J'ai travaillé. Et je n'ai jamais triché. Elle a voulu parler encore, mais je l'ai interrompue d'un geste. J'ai ouvert mon carnet gris, posé sur la table. Tu sais ce que c'est, ça? Elle n'a pas répondu. C'est ma mémoire. Chaque mot, chaque date, chaque demande. Depuis 8 ans, je lui ai lu quelques phrases, à voix basse. Je ne la paye pas. Elle n'a que ça à faire. Je remplis le dossier CAF. Je la laisse aider. Je l'ai refermé. Doucement. Ce carnet, c'est mon miroir. Il ne ment pas. Mon fils regardait la table, les mains jointes. Élodie, dit-il d'une voix étouffée. C'est vrai? Elle a hésité. Puis, dans un souffle, a dit « Oui, mais c'était pour nous, pour alléger les charges. » En utilisant ma mère comme fausse employée, elle s'est effondrée dans le canapé. Les larmes venaient trop tard. Je n'ai pas bougé. Je ne ressentais ni plaisir ni vengeance. Seulement un apaisement lourd, celui qui suit une bataille longue, menée sans cri. Je n'ai rien dit à la police, ai-je poursuivi. Je n'ai demandé aucune poursuite. J'ai simplement fait ce qu'on m'avait appris à faire. Dire les choses exactes, au moment exact. Maman, je suis désolée, a murmuré mon fils. Ne sois pas désolée, sois différent. Je me suis levée et pris une enveloppe sur le buffet et l'ai posée devant eux. À l'intérieur, une copie du rapport du notaire, de l'avocat, de la CAF. Tout est régularisé, ai-je dit. Plus rien ne sera versé en mon nom. Elle a voulu parler, mais je l'ai arrêtée. Ne cherche pas d'excuses. Ce que tu as pris, ce n'est pas de l'argent, c'est du respect. Et ça, on ne rembourse pas avec des mots. Je suis allée ouvrir les volets. La lumière entrait à flot. Quand je me suis retournée, ils étaient encore là, silencieux. J'ai ajouté, sans colère, « Vous pouvez partir. J'ai fini mon service. Les enfants, cette fois, je ne les garderai plus. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce qu'ils doivent apprendre, eux aussi, que la gentillesse a des limites. » Ils sont partis, sans bruit. La porte a claqué. Je me suis assise, seule, et j'ai senti une paix étrange m'envahir. Pas la joie, pas la victoire. Une paix solide, sans parfum. La paix de celui qui a fait ce qu'il fallait, simplement. Le lendemain, j'ai reçu une lettre de la CAF. « Madame, nous vous remercions d'avoir signalé cette anomalie. Vous êtes rétablie dans vos droits. Nous vous prions d'agréer. » Je l'ai glissé dans mon carnet bleu, puis j'ai écrit, en bas de page, « La justice n'a pas besoin de témoins quand elle est bien tenue. » Et j'ai su que le piège s'était refermé, proprement, sans cri, sans violence. Juste avec de l'encre, de la rigueur et le calme des femmes qu'on croyait finies. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus, comme si le temps refusait d'avancer. Plus personne n'appelait. Le téléphone, d'ordinaire si bavard, restait muet. La maison s'était vidée de bruit, de disputes, de rires aussi. Le silence, cette fois, n'était plus une punition. C'était un constat. Je n'ai pas revu Élodie pendant plusieurs semaines. Mon fils, lui, passait parfois en coup de vent, l'air perdu. Il venait déposer les enfants, repartir aussitôt, comme s'il craignait de rester trop longtemps dans une maison qui lui rappelait ce qu'il n'avait pas su empêcher. Un dimanche, il est arrivé seul. Son visage semblait vieilli, tiré. « Maman, dit-il en s'asseyant, elle est partie chez sa mère. Elle dit qu'elle a besoin de prendre du recul. » Du recul, ai-je répondu, ou de l'air après avoir tout confisqué. Il a baissé les yeux. « Je ne l'ai pas vue comme toi, avoua-t-il.
J'étais fatiguée, aveugle. Elle me disait que tu étais contente de rendre service. Les menteurs ont toujours besoin d'oreilles fatiguées. Tu m'en veux? Non. Pas toi. La honte n'a jamais réparé les choses, tu sais. C'est le travail qui les répare. Il a hoché la tête, ému. Je ne sais pas comment recoller tout ça. On ne recolle pas, Pierre. On reconstruit ailleurs. Après son départ, j'ai repensé à ma propre jeunesse, à la patience que j'avais mise à bâtir un foyer, à toutes les fois où j'avais choisi la paix au lieu de la vérité. Et je me suis dit, la paix sans justice est un vernis. Elle craque toujours. Les enfants, eux, continuaient de m'appeler. Mamie, tu viens me chercher à l'école? Non, mon ange, pas cette fois. Vous rentrerez avec papa. Il semblait déçu, sans comprendre pourquoi. Un soir, le plus grand m'a glissé. Maman dit que tu nous aimes trop. J'ai souri tristement. On n'aime jamais trop. On aime comme on respire. Quelques jours plus tard, la directrice de l'école m'a appelé. Madame Durand, votre belle-fille a annulé votre autorisation de sortie pour les enfants. Parfait, ai-je répondu. Vous savez, parfois, les ruptures sont les seules choses vraiment justes. J'ai raccroché sans trembler. C'était la fin d'un cycle. Dans le village, les gens commençaient à chuchoter. Vous avez vu, la belle-fille a des ennuis. On dit qu'elle a dû rembourser les aides. Et la vieille, là, elle a porté plainte? Je ne répondais jamais. Les rumeurs sont comme le vent. Elles font le travail sans qu'on les aide. À la mairie, un jour, la secrétaire m'a dit avec un clin d'œil. Vous savez, Madame Durand, vous avez fait ce qu'on n'ose jamais faire à votre place. Vous avez mis les choses au carré. Je lui ai répondu doucement. Ce n'était pas du courage, c'était du ménage. Chez moi, je rangeais peu à peu les traces de cette histoire. Les post-it, les documents, les copies, tout était classé dans une boîte en fer. Sur le couvercle, j'ai collé une étiquette. Fin d'abus. Un soir, mon fils est revenu. Maman, dit-il, je crois que je vais demander le divorce. J'ai fermé les yeux un instant. Alors fais-le proprement. Ne salis pas ce qui peut encore servir de pont. Il a acquiescé. Les enfants veulent te voir. Qu'ils viennent quand ils voudront. Mais cette fois, je ne serai plus la solution. Seulement la grand-mère. Il a souri. Tu restes droite, toi. Je n'ai plus le choix, Pierre. Quand on a passé la moitié de sa vie courbée, il faut finir debout. Après son départ, j'ai ouvert la fenêtre. La pluie s'était arrêtée. L'air sentait la terre lavée. J'ai respiré profondément. Je n'avais plus rien à prouver. Ceux qui m'avaient utilisé s'éloignaient, emportant leurs mensonges avec eux. Et moi, je restais, simple, droite, à ma table, avec mon carnet, mes preuves, et la sensation d'avoir remis ma vie dans son axe. Le lendemain, j'ai reçu une lettre d'Élodie. Une feuille courte, froide. Je regrette. Mais tu m'as trahi. J'ai souri. Je n'ai pas répondu. Parce que je savais, désormais, qu'il n'y a rien à expliquer à ceux qui confondent loyauté et servitude. Je suis allée me coucher, tranquille. Le bruit du vent dans les volets me berçait comme une promesse. Oui, la famille s'était brisée. Mais au milieu des débris, quelque chose d'intact survivait. Ma dignité. Les mois passèrent, et la poussière de la tempête retomba peu à peu. J'avais tenu bon, mais je sentais qu'il fallait tourner la page. J'avais besoin d'air, de distance pas seulement géographique, mais morale. Alors, j'ai vendu ma petite maison de banlieue, celle où chaque pièce portait encore la trace de leur passage, leur voix, leurs oublis. Un matin, j'ai pris le train vers la mer. Je ne savais pas encore où j'allais m'arrêter. Je voulais simplement voir l'horizon sans obstacle. Je me suis arrêtée à La Rochelle. L'air sentait le sel et les algues. Les mouettes criaient au-dessus du port, et les pavés étaient encore humides de pluie. J'ai trouvé un petit appartement à louer au-dessus d'une librairie. Une seule pièce, claire, avec un balcon minuscule donnant sur les toits. Je l'ai prise sans réfléchir. C'était là, je le sentais, que je devais recommencer à respirer. Les premiers jours furent silencieux. Un silence neuf, pas celui de la solitude imposée, mais celui qu'on choisit, qu'on apprivoise. Je rangeais peu à peu mes affaires. Les carnets, les lettres, les dossiers. J'ai gardé seulement le dernier carnet, le bleu, celui qui ne servait plus à noter les fautes des autres, mais à écrire ce que je voulais encore vivre. Chaque matin, je descendais acheter du pain et un journal. Le boulanger me saluait. « Bonjour, Madame Durand, toujours le même pain ?»« Toujours, mais coupez-le en deux.
Le reste, c'est pour demain. Cette moitié de pain était devenue mon symbole. Je n'avais plus besoin de tout, juste de ce qui nourrit vraiment. Peu à peu, les gens du quartier m'ont connu. Il y avait la libraire, une femme douce qui m'offrait parfois un thé en échange d'une histoire. Le facteur, qui me disait « Vous écrivez souvent, Madame Durand, c'est pour des enfants ?» Et moi, je répondais « Oui, des enfants qu'on appelle parfois adultes. » Je me suis mise à écrire chaque jour au Café du Port. Pas des plaintes, des histoires, des fragments de vie, des pages sur la tendresse, sur la vieillesse, sur la justice tranquille. Un jeune homme, qui venait y travailler sur son ordinateur, m'a demandé un jour « Vous êtes écrivain ?» J'ai souri. « Non, témoin. » Il a ri, sans comprendre. Mais moi, je savais. Le témoin, c'est celui qui transforme la douleur en mémoire, pas en vengeance. Mon fils m'appelait parfois. Les conversations étaient simples, timides. « Comment vas-tu, maman ?»« Je vais bien, Pierre. »« Très bien même. » Les enfants te demandent souvent. Dis-leur que je les aime. Dis-leur aussi qu'ils peuvent venir quand ils voudront, mais pas pour que je les garde, pour que je les voie. Je sentais que quelque chose s'était réparé entre nous. Lentement, sans mots inutiles. Un soir de juin, il est venu. Seul. Nous avons marché sur le port, longtemps. Tu sais, maman, j'ai relu ton carnet, celui que tu avais laissé dans la maison. Et j'ai compris. Ce n'était pas un carnet contre elle, c'était un carnet pour toi. Oui, ai-je dit. Pour ne pas devenir amer. Il m'a serré dans ses bras. Un geste simple, mais il contenait tout ce que les mots n'avaient pas su réparer. Depuis ce jour, je vis à mon rythme. Je ne m'occupe plus que de ce qui me regarde. Mes livres, mes promenades, mes lettres. Je ne surveille plus personne, je n'attends plus d'excuses. Je regarde la mer, souvent le matin. Elle a la même patience que moi. Elle revient toujours, sans se justifier. Je me dis parfois que j'aurais pu agir autrement, parler plus tôt, éviter la fracture. Mais la vérité, c'est qu'on ne devient lucide qu'après avoir tout tenté pour être aimé. Et moi, je l'ai été, à ma manière. Aujourd'hui, ma vie tient dans une valise, un carnet et un balcon. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Et surtout, personne ne me dit plus « tu ne fais rien ». Ce soir-là, le vent soufflait fort sur les toits de La Rochelle. Le ciel était d'un bleu presque noir, strié d'argent, et la mer, au loin, faisait son bruit de bête endormie. J'étais sur le balcon, une couverture sur les genoux, mon carnet ouvert. Je regardais les lumières s'allumer une à une dans les appartements d'en face, des vies qui continuaient, tranquilles, indifférentes à la mienne. Et pour la première fois depuis longtemps, cette indifférence ne me blessait plus. Elle me libérait. Je relisais mes premières notes, celles que j'avais écrites le matin, où Élodie avait dit « Tu ne fais rien ». La page était jaunie. Les mots tremblaient un peu, mais ils tenaient encore debout. Entre ces lignes maladroites et celles d'aujourd'hui, il y avait eu une traversée. La honte, la colère, la peur, la stratégie, la justice, et puis cette étrange douceur qui suit la tempête. J'ai relu la liste que j'avais dressée autrefois. 1. Observer. 2. Noter. 3. Agir sans bruit. 4. Tenir droit. Tout cela, je l'avais fait. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour rester moi-même. C'est cela, la seule vraie victoire. Ne pas se perdre en route, même quand on vous efface. Sur la table, à côté du carnet, il y avait une lettre ouverte, celle que m'avait envoyée la CAF, confirmant la clôture définitive du dossier. Une simple feuille administrative, sans émotion, mais qui, pour moi, représentait une délivrance. La preuve écrite que la vérité existe, même dans la grisaille des formulaires. Je me suis levée, j'ai rangé la lettre dans une enveloppe avec les autres, celle du notaire, de l'avocat, du fils, de la belle-fille. Un petit paquet de papier qui racontait ma revanche sans violence. Je l'ai glissé dans la boîte en fer, celle où je garde tout ce qui m'a coûté du courage. Puis j'ai pris une autre feuille, blanche, neuve. J'y ai écrit, d'une main lente. Ce soir, je ne me venge plus. Je me repose. Je ne cherche pas à être comprise. J'existe à nouveau. Je me suis rappelé Jean, mon mari, qui disait toujours « Le vrai repos, c'est quand on n'a plus besoin de se défendre. » J'ai souri. Oui, c'était cela. J'étais arrivée à ce repos-là. En face, le phare s'est allumé, une lumière tournante, régulière, comme un battement de cœur. Je me suis dit que cette lumière ressemblait à ma voix retrouvée, lente mais fidèle.
J'ai repensé à mon fils, à mes petits-fils, à Élodie, quelque part, qui vivait sûrement entre remords et déni. Je n'avais plus de rancune, seulement une sorte de tendresse lucide, celle qu'on éprouve pour les êtres qui se sont perdus sans le savoir. Je ne souhaitais plus rien leur prouver. J'avais fait ma part, écrire, clarifier, réparer. Le reste, la vie s'en chargerait. J'ai fermé le carnet, éteint la lampe, laissé la fenêtre ouverte pour que la mer entre un peu dans la chambre. Et dans ce souffle venu du large, j'ai murmuré, sans colère, sans tristesse, avec la lenteur d'une prière. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je me suis allongée, le cœur léger. Demain, j'irai au marché, peut-être acheter des fleurs. Pas pour décorer, pour célébrer. Parce qu'à mon âge, j'ai enfin compris qu'il y a des victoires qu'on ne raconte pas, on les vit calmement dans la lumière du matin.